Ce témoignage a été livré par Agnès Bellavoine au début des années 2000, plus de 6 décennies après les événements qui ont marqué sa jeunesse. Pendant 63 ans, elle a gardé le silence sur tout ce qu'elle a vécu alors qu'elle n'était qu'une jeune Française de 21 ans, dans un lieu d'où peu sont revenus avec une voix. Sans peur et sans plus rien à protéger, elle a décidé de parler. Non pour être retenue dans les mémoires, mais pour que ce qui a été fait ne disparaisse pas avec elle. Voici les paroles d'une femme qui a survécu lorsqu'elle fut jugée utile. Écoutez jusqu'au bout. Certaines histoires ne demandent pas l'attention. Elles l'exigent. J'avais 21 ans quand j'ai découvert que mon corps ne m'appartenait plus. Ce n'était pas quand on m'a arraché de chez moi, ni même quand les murs de ma chambre ont tremblé sous les coupes de crosse. Ce n'était pas non plus quand on a tatoué une série de chiffres sur la peau tendre de mon avant-bras, transformant mon identité en une équation administrative. Non. C'était l'instant précis où j'ai vu un médecin allemand m'examiner avec la même expression distanciée que l'on utilise pour évaluer un outil dans une quincaillerie. Il ne montrait aucune colère. Il n'y avait aucune trace de désir pervers dans ses yeux, ni même de haine idéologique. Il n'y avait qu'un intérêt technique, froid et calculé. Il a noté quelque chose sur une fiche cartonnée rigide. Il a tracé une marque nette avec un stylo à plumes rouges à côté de mon nom. Et puis, il a souri légèrement, un sourire presque imperceptible, comme celui d'un ingénieur qui vient de trouver exactement la pièce de rechange qu'il cherchait pour sa machine. À ce moment-là, dans cette salle aux carreaux blancs qui sentait l'éther et la peur rance, je ne savais pas encore ce que signifiait cette marque. Je ne savais pas qu'il existait un protocole secret, rédigé dans des bureaux feutrés à Berlin, loin de la boue et du sang. Je ignorais qu'il y avait des critères médicaux précis, des tableaux de mensuration et des tests d'endurance psychologique. Je ne savais pas qu'ils nous divisaient en catégories invisibles. Qu'aux yeux de ce système, la majorité des femmes étaient considérées comme du matériel descartable, à user jusqu'à la rupture, et que d'autres, comme moi, étaient jugées utiles. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais été séparée de la file principale des prisonnières en cette matinée grise d'avril 1943. Pourquoi on m'avait conduite vers un bâtiment annexe, loin des aboiements des chiens? Pourquoi on m'avait pesée, mesurée, photographiée sous 3 angles différents? Pourquoi on avait testé ma capacité à rester dans un silence absolu pendant 30 secondes, chronomètre en main? Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, quand l'innocence avait été calcinée, que j'ai compris que cet examen n'avait rien d'aléatoire. Ce n'était pas un tri sanitaire, c'était une sélection de haut niveau. Et le plus terrifiant, ce n'était pas d'échouer, c'était d'avoir réussi. J'avais passé le test. Je m'appelle Agnès Bellavoine. J'ai aujourd'hui 80 ans. Pendant 63 années, j'ai porté cette histoire comme on porte un éclat d'obus logé près d'une artère vitale. Un objet tranchant, enfoui sous la peau, impossible à retirer sans provoquer une hémorragie fatale. Je ne l'ai pas raconté à mes fils, qui ont grandi en pensant que leur mère était juste une femme silencieuse. Je ne l'ai pas raconté à mes petits-enfants, qui voient en moi une grand-mère gâteau. J'ai vécu une vie entière en faisant semblant, en mimant la normalité, en prétendant que cette nuit d'avril n'avait jamais existé. Mais le corps, lui, n'oublie jamais. Il se souvient du froid. Il se souvient de l'odeur. Il sait la vérité. Et maintenant, assise dans cette salle modeste au cœur de la campagne française, alors que la lumière de l'après-midi décline et que je sais que mon propre temps touche à sa fin, je parle. Je parle parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas mourir avec moi. Parce qu'il y a eu un système. Parce qu'il y a eu des femmes marquées comme utiles pour soutenir une machine qui ne fonctionnait pas au carburant de la haine, mais à celui d'une efficacité glaciale. Et parce que j'étais l'une d'elles. Cette histoire est une archive vivante, un fragment de vérité que le temps tente d'effacer. Si vous pensez qu'il est crucial que ces voix résonnent encore aujourd'hui, montrez votre soutien à ce travail de mémoire en laissant un j'aime sur cette vidéo. Et dites-nous, dans les commentaires ci-dessous, depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez le témoignage d'Agnès aujourd'hui. Votre présence ici est une forme de résistance contre l'oubli. Il faut que vous compreniez qui j'étais avant que le ciel ne me tombe sur la tête. Je n'étais pas une résistante héroïque qui faisait dérailler des trains. Je n'étais pas une espionne sophistiquée.
J'étais Agnès. Juste Agnès. Je vivais à Rouen, près de la cathédrale dont la flèche semblait percer les nuages bas de Normandie. Mon monde se limitait à l'atelier de couture de ma tante et aux promenades le long de la Seine le dimanche. J'aimais l'odeur du pain chaud, le bruit de la pluie sur les toits d'ardoise et les romans bon marché que je lisais en cachette. J'avais des rêves minuscules, ordinaires. Je rêvais d'une robe en soie bleue. Je rêvais qu'un garçon nommé Pierre me regarde. Je rêvais que la guerre, cette chose lointaine dont parlaient les adultes à voix basse, finisse par s'évaporer comme une brume matinale. J'étais coupable d'une seule chose, la naïveté. Je pensais que si je ne regardais pas la guerre dans les yeux, elle ne me verrait pas. Je me trompais. Tout a basculé un mardi. Pas avec des explosions, mais avec un coup à la porte. 3 coups, secs, autoritaires. Le son du bois frappé à 4 heures du matin est un son que vous n'oubliez jamais. Il résonne dans votre estomac avant d'atteindre vos oreilles. Quand ma mère a ouvert, je n'ai pas vu des monstres. J'ai vu des uniformes, parfaitement repassés, des bottes cirées. C'est l'ordre qui m'a effrayé, pas le chaos. Le chaos, on peut tenter de s'y soustraire. L'ordre, lui, vous encercle. Ils cherchaient des ressources. C'était le mot qu'ils utilisaient. Pas prisonnière, pas esclave, ressources. J'ai été emmenée avec une petite valise contenant 2 chemises et une photo de mon père. Je suis montée dans un camion bâché où d'autres femmes pleuraient. Moi, je ne pleurais pas. J'étais figée, dans un état de stupeur, persuadée qu'il s'agissait d'une erreur administrative, que quelqu'un allait réaliser qu'Agnès Bellavoine n'avait rien à faire là. Le voyage a duré des jours, ou peut-être des heures. Le temps se distord quand on a peur. Nous avons fini par arriver dans ce lieu qui n'était pas un camp de concentration ordinaire, mais un centre de triage logistique, un nœud ferroviaire transformé en zone de quarantaine. C'est là que la sélection utile a commencé. Nous avons été alignés dans une cour battue par les vents. Il faisait un froid humide qui vous pénétrait jusqu'à la moelle. Autour de nous, des gardes avec des chiens, mais ils restaient en retrait. Au centre, des tables, des médecins en blouse blanche, des secrétaires avec des machines à écrire portatives. Le bruit des touches claquant sur le papier. Clac, clac, clac. Ce bruit me hante encore. C'était le bruit de nos vies en train d'être cataloguées. J'ai vu une femme devant moi être rejetée. Elle avait des varices sur les jambes. Le médecin a fait un geste vague de la main et elle a été dirigée vers la gauche, vers les camions qui partaient pour l'est, vers la fumée. Puis, mon tour est venu. Je me suis avancée. On m'a ordonné de me déshabiller. Pas avec violence, mais avec impatience. Comme on demande à un patient d'accélérer une consultation. Nue, frissonnante, sous le regard de 3 officiers et d'un médecin. Ils ne regardaient pas ma nudité. Ils regardaient ma structure. Bonne ossature, a murmuré l'un d'eux en allemand. Je comprenais un peu la langue, apprise à l'école. Main stable, pas de cicatrice visible, regard clair. Le médecin s'est approché de moi. Il a pris mon menton entre son pouce et son index, tournant mon visage vers la lumière crue d'une lampe électrique. Il a regardé mes dents, puis mes yeux. Il a posé une question étrange, d'une voix douce. « Si je vous demande de tenir ce fil sans bouger pendant 1 heure, pouvez-vous le faire ?» Il m'a tendu un fil de couture, fin comme un cheveu. Mes mains tremblèrent de froid, mais une part de moi, une part de survie reptilienne, a pris le dessus. J'ai pris le fil. J'ai bloqué ma respiration. J'ai figé mes muscles. Le fil n'a pas bougé. Il a regardé le chronomètre. 5 secondes. 10 secondes. 20 secondes. Le silence dans la pièce était total, lourd, oppressant. 30 secondes. « Gut », a-t-il dit simplement. C'est là qu'il a pris son stylo rouge. J'ai été dirigé vers la droite, vers un petit groupe de femmes qui semblaient toutes jeunes, en bonne santé et terrifiées. Nous n'étions qu'une douzaine sur les centaines arrivées ce jour-là. Nous avons été conduites vers un bâtiment en briques rouges, à l'écart des baraquements en bois. C'était plus propre. Il y avait des vitres aux fenêtres. Cela aurait dû me rassurer. Mais en entrant, j'ai senti une odeur particulière. Pas l'odeur de la mort, qui sent la terre et la pourriture.
C'était une odeur chimique, une odeur de laboratoire, de révélateur photographique et d'alcool pur. Et au fond du couloir, j'ai entendu un son. Un bourdonnement mécanique, constant, rythmé. On nous a fait entrer dans une salle d'attente. Une femme en uniforme gris, une auxiliaire, nous a regardés avec un mépris que je ne comprenais pas. Elle nous a dit « Ici, vous n'êtes plus des femmes, vous êtes des composants. Si vous fonctionnez, vous vivez. Si vous tombez en panne, on vous remplace. Est-ce clair ?» Personne n'a répondu. Nous avions perdu notre voix. Elle a distribué des tenues, pas les pyjamas rayés que l'on voit dans les films. C'étaient des blouses. Des blouses de travail, grises, épaisses, boutonnées jusqu'au cou. Comme celles des ouvrières d'usine ou des laborantines. En l'enfilant, j'ai senti que je mettais un linceul. J'ai regardé ma voisine, une fille rousse qui pleurait en silence. Elle avait la même marque rouge sur sa fiche. La porte au fond de la salle s'est ouverte. Le bourdonnement mécanique est devenu plus fort, plus violent. Une lumière blanche, aveuglante, s'échappait de l'intérieur. Le médecin est réapparu. Il a appelé le premier nom, pas le mien, celui de la fille rousse. Elle s'est levée, les jambes chancelantes. Elle a marché vers la lumière. La porte s'est refermée derrière elle. Nous avons attendu. 1 heure, 2 heures. Le bourdonnement continuait. Et puis, soudain, il s'est arrêté. Un silence absolu est retombé. La porte s'est rouverte. Mais la fille rousse n'est pas sortie. C'est l'auxiliaire qui est apparue, tenant la blouse grise de la fille dans ses mains, pliée proprement. Elle a appelé mon nom. Belavoine, à toi. Je me suis levée. Mes jambes ne me portaient plus. C'était la peur qui me poussait en avant. J'ai franchi le seuil. Et ce que j'ai vu de l'autre côté de cette porte n'était pas une salle de torture médiévale. C'était bien pire. C'était une salle de production. Des établis immaculés, des instruments de précision, et des femmes, assises en rang, travaillant avec une concentration terrifiante sur des objets que je ne reconnaissais pas encore. Elles ne m'ont pas regardé. Aucune d'elles n'a levé les yeux. Elles étaient absorbées, fusionnées avec la machine. Le médecin m'a indiqué une chaise vide, devant un microscope, et un plateau rempli de minuscules lentilles de verre. « Assieds-toi », a-t-il ordonné. Aujourd'hui, nous allons voir si tes yeux sont aussi utiles que je le pense. Je me suis assise. J'ai posé mes mains sur le métal froid de l'établi. Et c'est là que j'ai compris. Nous n'étions pas là pour mourir. Nous étions là pour devenir les yeux et les mains de quelque chose de monstrueux. J'étais devenue une pièce maîtresse dans l'engrenage secret du Reich. Et je ne savais pas encore que le prix de cette utilité serait mon humanité. Il ne m'a fallu que 3 jours pour comprendre que l'enfer n'était pas nécessairement un endroit où l'on brûlait. L'enfer pouvait être blanc, immaculé, silencieux et parfaitement tempéré. L'atelier 4B, comme il l'appelait, était une aberration au milieu du camp. Dehors, à quelques centaines de mètres, il y avait la boue, le typhus, les aboiements et la fumée noire qui s'échappaient des cheminées jour et nuit. Mais à l'intérieur de ces murs de briques, le temps semblait suspendu dans une bulle de stérilité terrifiante. Nous n'étions plus des prisonnières. Nous étions devenus des extensions organiques de leur machine de précision. Mon poste de travail était le numéro 18. Une chaise en métal, un établi en bois verni, un microscope binoculaire Zeiss et un plateau garni de velours noir. Ma tâche était d'une simplicité trompeuse. Le polissage final et l'assemblage de lentilles optiques destinées au système de visée des bombardiers. On ne nous l'avait pas dit explicitement, bien sûr. Le secret militaire régnait. Mais quand vous passez 12 heures par jour à manipuler des prismes capables de dévier la lumière avec une précision chirurgicale, vous comprenez vite qu'ils ne sont pas destinés à des appareils photo de vacances. Je tenais entre mes doigts, abîmé par les produits chimiques, mais étrangement stable, l'œil du prédateur. Je fabriquais la clarté qui permettrait à un pilote allemand, quelque part au-dessus de Londres ou de Stalingrad, de lâcher sa charge mortelle au bon endroit. C'est là que résidait la véritable torture psychologique. Ce n'était pas la faim, même si nos ventres criaient de famine sous nos blouses grises. La torture, c'était la complicité. Chaque lentille que je validais, chaque verre que je nettoyais jusqu'à ce qu'il soit invisible, était une condamnation à mort pour quelqu'un d'autre, quelque part en Europe.
J'étais devenu un rouage vital de la machine qui détruisait mon propre monde. Et pourtant, je polissais, je frottais, je calibrais. Parce que l'alternative était la fenêtre. Pas pour sauter, mais pour regarder dehors, vers la cour de l'appel, où les femmes inutiles s'effondraient d'épuisement dans la neige boueuse avant d'être traînées vers les camions à gaz. La chaleur de l'atelier était notre pot de vin. La survie était notre salaire. Et la culpabilité était le prix à payer. L'atmosphère dans la salle était étouffante de silence. La parole était interdite, sauf pour des questions techniques. Nous étions 30 femmes, penchées sur nos microscopes comme des moines copistes dévoués à une religion de verre et d'acier. Le seul bruit était le ronronnement de la ventilation et le crissement infiniment doux du papier de polissage. Parfois, le superviseur passait. Ce n'était pas un SS avec une cravache. C'était un ingénieur civil, un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et une odeur de tabac à pipe froid. Il s'appelait RK. Il marchait doucement derrière nous, observant nos mains par-dessus nos épaules. Il ne criait jamais. Si une pièce était mal assemblée, il se contentait de tapoter l'établi avec son index 2 fois. Toc, toc. C'était le signal. La fille devait recommencer. Si cela arrivait une 2e fois, il notait le numéro du poste sur son carnet. Il n'y avait jamais de 3e fois. Le lendemain, la chaise était vide, puis occupée par une nouvelle arrivante au visage terrifié. Je me souviens d'une après-midi de novembre. La lumière déclinait tôt, et les lampes industrielles au-dessus de nous bourdonnaient. À ma gauche, au poste 17, il y avait une Polonaise prénommée Elżbieta. Elle avait des doigts de pianiste, longs et déliés, parfaits pour ce travail. Nous n'avions jamais échangé plus que des regards furtifs, mais je connaissais le rythme de sa respiration. Ce jour-là, son rythme était brisé. Elle tremblait. Pas de froid, mais de fièvre. Je voyais la sueur perler sur son front et goûter dangereusement près des lentilles immaculées. Elle essayait de contrôler ses spasmes, mordant ses lèvres jusqu'au sang pour ne pas tousser. Tout sautait sur une optique de précision. C'était la souillée de microparticules. C'était du sabotage. RK est entré. Il a commencé sa ronde. J'ai senti la tension monter dans la pièce comme une charge électrique. Elżbieta a retenu son souffle. Ses mains manipulaient une lentille convexe de grand diamètre. Je priais intérieurement, un chapelet laïque de désespoir. « Tiens bon, ne bouge pas. Il va passer. » L'ingénieur s'est arrêté derrière elle. Il a observé. Le silence s'est étiré, insoutenable. Elżbieta a réussi à placer la lentille dans son logement. C'était parfait. RK a hoché la tête, un signe rare d'approbation, et a fait un pas vers mon poste. Au moment où il se détournait, le corps d'Elżbieta l'a trahi. Un éternuement, violent, irrépressible, a explosé. Elle n'a pas eu le temps de mettre sa main devant sa bouche. De minuscules gouttelettes de salive ont atterri sur le plateau de velours et sur l'optique assemblée. Le temps s'est arrêté. Personne n'a bougé. Elżbieta a levé les yeux vers l'ingénieur, le visage drainé de toutes couleurs. Elle savait. Nous savions toutes. RK s'est retourné lentement. Il a regardé la lentille souillée. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas levé la main sur elle. Il a simplement sorti un mouchoir de sa poche, a essuyé ses propres lunettes et a dit d'une voix calme, presque triste, « La contamination est l'ennemi de la perfection. Le composant 17 est défectueux. » Il ne parlait pas de la lentille, il parlait d'elle. 2 gardes sont entrés, appelés par un signe discret. Ils ont pris Elżbieta par les bras. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Elle m'a jeté un dernier regard. Ce n'était pas de la peur, c'était une excuse. Elle s'excusait d'avoir brisé le rythme, d'avoir rappelé notre humanité faillible dans ce temple de la mécanique. Quand la porte s'est refermée, RK s'est tourné vers moi. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne fasse vibrer mon établi. « Nettoyez son poste numéro 18, » a-t-il ordonné, « et reprenez son travail. Nous avons un quota. » Je me suis levé. Mes jambes étaient en coton. J'ai pris le chiffon et l'alcool. J'ai effacé les traces de la vie d'Elżbieta. J'ai nettoyé sa sueur, sa peur, son existence, et je me suis assise à sa place pour finir l'assemblage. J'ai pleuré intérieurement, des larmes sèches qui brûlaient la gorge,
Mais mes mains n'ont pas tremblé. J'ai fini la lentille. Elle était parfaite. C'est ce soir-là, en rentrant au dortoir réservé aux spécialistes, que j'ai compris que nous étions en train de perdre quelque chose de plus précieux que notre liberté. Nous perdions notre âme morceau par morceau, polie et abrasée jusqu'à disparaître. Les autres prisonnières du camp nous haïssaient. Elles nous appelaient les protégées, les collaboratrices. Elles voyaient nos mains propres, nos visages moins creusés, et elles nous crachaient dessus du regard. Comment leur expliquer que nous étions plus mortes qu'elles? Elles mouraient en victimes. Nous survivions en accomplices. Mais l'horreur avait des degrés que je n'avais pas encore explorés. Quelques semaines après la disparition d'Elżbieta, la production a changé. On nous a apporté de nouveaux plans, de nouvelles caisses. Les lentilles étaient différentes, plus épaisses, traitées avec un revêtement plombé spécial. Et les boîtiers métalliques qui les accompagnaient portaient des inscriptions que je n'avais jamais vues. Ce n'était plus pour des avions. C'était pour quelque chose au sol, quelque chose de lourd. Un jour, lors d'une pause forcée due à une coupure d'électricité, je me suis retrouvé près de la zone de stockage. Une caisse était entr'ouverte. J'ai vu une photo technique glisser dans une fiche de montage. Ce n'était pas un viseur de bombardier, c'était une lunette de visée pour fusil de précision à longue portée. Et à côté, une note manuscrite en allemand. Essai clinique requis sur cible mobile. Mon sang s'est glacé. Cible mobile. Il ne parlait pas de cibles en carton sur un champ de tir. Je venais de réaliser que les instruments que nous assemblions avec tant de soin n'allaient pas partir sur le front de l'Est. Ils restaient ici. Ils étaient destinés au tour de garde. Je fabriquais les lunettes qui allaient servir à tuer les femmes de l'autre côté du grillage, celles qui tentaient de s'enfuir ou qui s'écroulaient simplement lors de l'appel. J'ai regardé mes mains. Elles étaient propres, sans une trace de cambouis. Mais en cet instant, j'ai vu le sang. Des litres de sang invisibles qui coulaient de mes doigts jusqu'au sol de béton. J'ai failli vomir. J'ai voulu courir, crier, briser les lentilles. Mais l'instinct de survie, ce monstre froid qui vivait désormais en moi, m'a cloué sur place. J'ai refermé la caisse. Je suis retourné à mon poste. Et quand la lumière est revenue, j'ai recommencé à travailler. Mais quelque chose avait changé. Je ne polissais plus pour survivre, je polissais pour me souvenir. Je mémorisais chaque défaut, chaque micro-rayure, chaque numéro de série. Je me suis fait une promesse silencieuse. Si je sors d'ici, je n'aurai pas seulement raconté ce qu'ils nous ont fait. Je raconterai ce qu'ils nous ont fait faire. Cependant, je ne savais pas que le véritable test n'était pas technique. Il approchait. L'ingénieur en chef allait bientôt exiger de nous plus que de la main-d'œuvre. Il allait exiger une loyauté active. Et pour cela, il avait préparé une épreuve spéciale, une nuit où l'atelier 4B cesserait d'être une usine pour devenir un théâtre de cruauté pure. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Mais dans l'atelier 4B, j'ai appris que les yeux pouvaient aussi être une simple variable mathématique, un problème d'optique à résoudre. Après ma découverte dans la caisse de stockage, quelque chose s'était brisé en moi. Je ne polissais plus du verre, je polissais la mort. Chaque lentille convexe que je tenais entre mes pinces Bruxelles me semblait lourde, comme si elle contenait déjà le poids des vies qu'elle allait aider à effacer. J'essayais de ne pas penser, de me réfugier dans la technique pure. Indice de réfraction, courbure, dioptrie. Je me répétais ces mots comme des mantras pour étouffer le cri qui grandissait dans ma gorge. Mais le système, dans sa perversité, ne nous laissait pas le luxe de l'abstraction. Il fallait que nous voyions. L'hiver 1943 est arrivé avec une brutalité qui a gelé l'Europe entière. Même à l'intérieur de notre atelier chauffé, les vitres se couvraient de givre. Une nuit, alors que le vent hurlait dehors comme une bête blessée, la routine feutrée de notre production a été interrompue. Il était 2 heures du matin. La fatigue rendait nos mouvements plus lents, nos paupières lourdes. La porte principale s'est ouverte avec fracas, laissant entrer une bouffée d'air glacial qui a fait voler les papiers sur les établis. RK est entré, suivi de 2 officiers SS que nous ne connaissions pas. Ils ne portaient pas des caisses de composants cette fois. L'un d'eux portait un étui long, en cuir sombre. Le silence dans la salle est devenu absolu. Même le bourdonnement de la ventilation semblait s'être tu par respect ou par peur. RK avait l'air nerveux, ce qui était inhabituel pour cet homme de glace.
Il a balayé la salle du regard, ses yeux glissant sur les rangées de têtes baissées avant de s'arrêter sur moi. « Numéro 18 », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a claqué comme un fouet. « Approchez, apportez votre lot terminé. » Je me suis levé, mes jambes tremblaient, mais j'ai pris le plateau de velours contenant les 6 lunettes de visée que j'avais assemblées durant la journée. Je me suis approché de la grande table centrale, sous la lumière crue des lampes cialytiques. L'officier SS a posé l'étui sur la table et l'a ouvert. À l'intérieur reposait un fusil Mauser Car 98K, mais modifié. Le bois était poli, le canon plus lourd. C'était une arme de tireur d'élite, une arme de chasseur d'hommes. « Montez l'optique », a ordonné l'officier. Il ne m'a pas regardé. Pour lui, j'étais une mécanicienne, pas une personne. RK m'a fait un signe de tête impérieux. J'ai dû prendre l'une de mes lunettes. Mes mains, ces traîtres dociles, savaient exactement quoi faire. J'ai glissé l'optique sur le rail de montage. J'ai serré les vis de fixation avec le tournevis de précision. Clic. Clic. Le bruit du métal contre le métal résonnait dans le silence de mort de l'atelier. L'arme était complète. Elle était belle, d'une beauté obscène et fonctionnelle. Maintenant, le calibrage, a dit l'officier. Il a pris l'arme et s'est dirigé vers la fenêtre du fond, celle qui donnait sur la zone C, la partie du camp où les nouveaux arrivants étaient parqués avant le triage. Il a ouvert la fenêtre. Le froid a envahi la pièce, mordant nos visages. Il a posé le fusil sur un sac de sable posé sur le rebord, le canon pointé vers la nuit. Des projecteurs puissants balayaient la cour extérieure, découpant des cônes de lumière blanche dans l'obscurité. L'officier a collé son œil à la lunette. Il a grogné quelque chose en allemand. « Flou, il y a de l'aberration sur les bords. » Il s'est redressé et m'a pointé du doigt. « Toi, règle ça, tout de suite. » J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il me demandait de regarder. Il me demandait de viser. RK m'a poussé doucement vers la fenêtre. « Faites la mise au point 18. Ne nous faites pas perdre de temps. » Je me suis penché sur l'arme. J'ai senti l'odeur de l'huile d'armurerie et du tabac de l'officier. J'ai approché mon œil de l'oculaire en caoutchouc. Et j'ai vu. La qualité de l'optique était parfaite. C'était mon chef-d'œuvre maudit. L'image était d'une clarté cristalline, lumineuse, grossie 4 fois. Dans le cercle de visée, je voyais la cour enneigée. Je voyais les barbelés. Et je voyais un groupe de femmes, à 300 mètres de là, en train de décharger des pierres d'un wagon. Elles étaient en haillons, des squelettes vivants qui bougeaient au ralenti. Grâce à la lunette, je pouvais voir des détails intimes, terrifiants. Je voyais la vapeur sortir de leur bouche. Je voyais les plaies sur leurs mains nues. Je voyais la terreur dans leurs yeux quand un garde levait la voix. « Eh bien ?» a aboyé l'officier. « La parallaxe ?» J'avais la main sur la molette de réglage. Je voyais le réticule noir, cette croix fine, se superposer sur le dos d'une vieille femme qui trébuchait dans la neige. J'étais connecté à elle par ce tube de métal et de verre. Si je réglais la netteté, je la condamnais. Si je prétendais que l'optique était défectueuse, je signais mon propre arrêt de mort et celui de mes compagnes d'atelier. C'était le dilemme ultime du diable, l'excellence technique au service du mal absolu. J'ai senti une larme, une seule, couler le long de ma joue. Elle a gelé avant d'atteindre mon menton. J'ai tourné la molette. Doucement. L'image est devenue encore plus nette. Je pouvais distinguer les flocons de neige sur les épaules de la prisonnière. Je pouvais voir qu'elle n'avait pas de chaussures, juste des chiffons entourés de ficelles. J'ai rendu son image parfaite pour le tueur. « C'est net », ai-je chuchoté. Ma voix était morte. L'officier m'a repoussé brutalement. Il a repris sa place. Il a visé. J'ai fermé les yeux. J'ai prié pour qu'il ne tire pas. J'ai prié pour qu'il vérifie juste le matériel. Bang! Le coup de feu a été assourdissant dans l'espace clos. L'odeur de la poudre brûlée a remplacé l'odeur stérile de l'atelier. Je n'ai pas rouvert les yeux, mais j'ai entendu le rire de l'officier. « Perfect », a-t-il dit. « Du bon travail ». Il a démonté la lunette, l'a remise dans le velours. Ils sont repartis comme ils étaient venus, laissant la fenêtre ouverte et une douille fumante sur le sol. RK a refermé la fenêtre sans un mot. Il s'est tourné vers nous,
vers moi qui étais pétrifié, agrippé au rebord de la table pour ne pas tomber. « La production continue », a-t-il dit. « Nettoyez cette douille. » Je suis retourné à ma place. J'ai repris mes outils. Mais à partir de cette nuit-là, quelque chose a changé dans l'atelier 4B. Nous ne nous regardions plus. Nous savions toutes. Nous n'étions pas seulement des esclaves. Nous étions les yeux du monstre. J'avais aidé à tuer cette femme inconnue, aussi sûrement que si j'avais appuyé sur la détente. La culpabilité est devenue une seconde peau, lourde, collante, étouffante. Pourtant, c'est dans cette obscurité totale que la première étincelle de résistance est née. Pas une résistance héroïque avec des armes et des plans de sabotage. Non, c'était une résistance minuscule, invisible. En nettoyant la lunette suivante, ma main a glissé. Volontairement, j'ai créé une micro-rayure sur la lentille interne, invisible à l'œil nu lors d'une inspection rapide, mais suffisante pour créer une diffraction de la lumière en cas de fort soleil, rendant le tir imprécis de quelques centimètres à longue distance. Quelques centimètres. La différence entre un cœur et une épaule. La différence entre la mort et une blessure. C'était dérisoire. C'était suicidaire. Si RK l'avait vu au microscope, j'aurais fini dans le four crématoire le soir même. Mais il ne l'a pas vu. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré. J'avais trouvé un moyen de reprendre une fraction de mon pouvoir. Je ne pouvais pas sauver le monde, mais je pouvais peut-être, juste peut-être, faire rater un tir. Je pensais avoir atteint le fond, avoir vu le pire. Je me trompais encore. Le véritable but de l'atelier 4B n'était pas seulement de produire des armes. C'était un incubateur pour un projet beaucoup plus sombre, un projet qui nécessitait non seulement nos mains, mais nos corps entiers. Quelques semaines plus tard, l'ordre est arrivé. Ils n'avaient plus besoin de 30 techniciennes. Ils avaient besoin de 5 sujets pour tester la résistance de l'œil humain aux nouvelles drogues de vision nocturne. Et mon nom était le premier sur la liste. On m'a retiré ma blouse d'ouvrière pour me donner une chemise d'hôpital en coton rêche, ouverte dans le dos. Je n'étais plus le numéro 18, la technicienne aux mains d'or. J'étais devenu le sujet 18, un amas de cellules et de nerfs à la disposition de la science du Reich. Le transfert vers le bloc médical s'est fait sous une pluie battante, une eau noire qui semblait vouloir laver le monde, mais qui ne faisait qu'étaler la boue. En entrant dans ce bâtiment, l'odeur a changé. Ce n'était plus l'huile et le métal. C'était une odeur sucrée, écœurante, un mélange d'éther, de sang coagulé et de peur animale. Si l'atelier était le cerveau du camp, ici, c'en étaient les entrailles. On nous a conduites, les 5 sélectionnées, dans une salle sans fenêtre, peinte en vert pâle. Il y avait des chaises de dentiste avec des sangles en cuir aux accoudoirs et aux appuis-têtes. Un nouveau médecin nous attendait. Il ne ressemblait pas à l'ingénieur froid de l'atelier. Celui-ci était jeune, trop jeune, avec un visage lisse et des yeux brillants d'une curiosité fanatique. Il nous a expliqué, avec la pédagogie d'un professeur d'école, que le Führer exigeait des soldats capables de combattre la nuit aussi efficacement qu'en plein jour. « L'obscurité est l'ennemi, disait-il. Nous allons la vaincre, et vous allez nous montrer le chemin. » Ils m'ont attaché sur la chaise. Les sangles serraient mes poignets jusqu'à couper la circulation, mais je ne sentais presque rien. J'étais parti ailleurs, loin, dans un coin reculé de mon esprit où je cultivais encore des roses. Le médecin s'est penché sur moi. Il tenait une pipette remplie d'un liquide ambré, visqueux. « Ouvrez grand », a-t-il murmuré. Une assistante a maintenu mes paupières écartées avec des écarteurs en métal froid. Je ne pouvais plus cligner des yeux. J'étais forcé de regarder le plafond, la lampe, le visage du bourreau. La première goutte a touché ma cornée comme une braise incandescente. Ce n'était pas un liquide, c'était du feu liquide. J'ai voulu hurler, mais le cri est resté coincé dans ma gorge, étouffé par une boule de coton qu'il m'avait enfoncée dans la bouche. La douleur était absolue, blanche, aveuglante. Elle irradiait derrière mes yeux, brûlant le nerf optique, envahissant mon crâne comme si on y versait de l'acide. « C'est normal », disait la voix lointaine du médecin. « La solution stimule la rétine. Elle force la dilatation permanente. N'essayez pas de fermer les yeux. » Pendant des heures, ou peut-être des jours, je suis resté dans cet état de torture sensorielle. Ils nous ont enfermés dans ce qu'ils appelaient la chambre noire.
C'était une pièce totalement hermétique à la lumière, capitonnée. Nous étions toutes les 5 là-dedans, aveugles dans le noir, gémissant de douleur, nos yeux incapables de se fermer à cause de l'inflammation. La drogue faisait effet. Mes pupilles étaient dilatées au maximum, absorbant la moindre particule de lumière inexistante. Et c'est là que les hallucinations ont commencé. Le produit ne se contentait pas d'ouvrir l'œil, il ouvrait l'esprit. Dans le noir absolu, j'ai commencé à voir. Je voyais des formes géométriques flotter devant moi, des fractales de couleurs néon qui pulsaient au rythme de mon cœur affolé. Puis, les formes sont devenues des visages. J'ai vu ma mère, j'ai vu Pierre, j'ai vu la femme que j'avais visée avec la lunette du fusil. Elle me regardait avec ses yeux vides et elle souriait. « Tu vois maintenant, Agnès ?» semblait-elle dire. « Tu vois ce que nous voyons. » Je grattais le sol avec mes ongles jusqu'à les casser, essayant de trouver un ancrage dans la réalité, mais la réalité avait fondu. Le test a duré une éternité. Régulièrement, la porte s'ouvrait, laissant entrer un ray de lumière qui nous frappait comme un coup de poignard dans nos yeux hypersensibles. Le médecin entrait avec une lampe de poche à très faible intensité. Il projetait des lettres minuscules sur le mur, des cartes, des photos de reconnaissance aérienne. « Lisez », ordonnait-il. Et le pire, l'insoutenable, c'est que je pouvais lire. Je voyais dans le noir. Je voyais les grains du papier. Je voyais la poussière en suspension. Mon humanité avait été piratée pour faire de moi un chat de gouttière, un monstre nocturne. À chaque bonne réponse, il notait. À chaque mauvaise réponse, il augmentait la dose. Une de mes camarades, une jeune Belge nommée Claire, n'a pas supporté. Son esprit a craqué avant ses yeux. Elle s'est mise à hurler qu'elle voyait le diable dans le coin de la pièce. Elle hurlait sans discontinuer, un son brut, animal. Le médecin a soupiré, agacé par ce manque de discipline. Il a fait un signe. 2 gardes l'ont emmenée. Je l'entendais encore crier dans le couloir. Puis un silence brutal est retombé. Je savais que je ne la reverrais plus. Nous n'étions plus que 4. Mes yeux saignaient, littéralement. Des larmes de sang et de pus coulaient sur mes joues, mais je continuais à déchiffrer leur code dans l'obscurité. Je le faisais parce qu'une voix intérieure, celle de la survie, me chuchotait. Si tu deviens aveugle, tu deviens inutile. Si tu es inutile, tu es morte. Alors j'ai forcé ma vision. J'ai forcé mes yeux brûlés à faire la mise au point sur l'horreur. J'ai appris à vivre dans le noir, à devenir une créature de l'ombre. Mais dehors, le monde changeait. Nous étions au début de 1944. Les murs de la chambre noire tremblaient de plus en plus souvent. Au début, nous pensions que c'était l'effet des drogues. Mais les vibrations étaient réelles. C'étaient les bombes. Les alliés approchaient. L'usine, notre atelier, ce camp maudit, tout cela était devenu une cible. Pour les Allemands, cela signifiait l'urgence. La panique commençait à s'infiltrer dans leur discipline de fer. Les tests sont devenus plus brutaux, plus rapides. Ils voulaient des résultats avant que le ciel ne leur tombe sur la tête. Un matin, après une séance particulièrement atroce, le médecin m'a regardé de près. Mes yeux étaient injectés de sang, l'iris presque invisible sous la pupille noire dilatée. Sujet 18, photophobie sévère. Début de décollement rétinien, a-t-il diagnostiqué froidement. Il a refermé son dossier. Ce geste, je le connaissais. C'était le geste du rebut. J'avais atteint la limite de l'utilité physiologique. Mes yeux étaient détruits. J'avais donné ma vue pour leur guerre, et maintenant, je n'étais plus qu'un déchet aveugle. « Transférez-la au baraque 9, a-t-il dit à l'assistant. Le baraque 9, le mouroir, l'antichambre du crématoire. C'était là qu'on mettait ceux qui ne pouvaient plus travailler en attendant que le gaz soit disponible. J'ai senti le froid m'envahir, plus intense que celui de l'hiver. C'était fini. J'avais survécu à la sélection, à l'atelier, à la complicité, à la torture, pour finir jeté comme une ampoule grillée. Les gardes m'ont saisi. Je ne voyais presque rien. La lumière du jour était une agression insupportable qui transformait le monde en un brasier blanc et flou. Je trébuchais. Il me traînait. Mais alors que nous traversions la cour, le ciel s'est déchiré. Pas par la pluie, mais par le rugissement des moteurs. Des centaines de moteurs.
Les sirènes du camp se sont mises à hurler. Un cri mécanique désespéré qui se mêlait aux aboiements des chiens. C'était un raid aérien. Un vrai. Le chaos a éclaté instantanément. Les gardes ont lâché mes bras pour courir vers les abris. Je suis tombé dans la boue, aveuglé, seul au milieu de l'apocalypse qui commençait. Je ne voyais pas les avions, mais je sentais les explosions. La terre sautait sous mon corps. La chaleur des déflagrations me frappait le visage. Et là, couché dans la terre gelée, incapable de voir le soleil, avec mes yeux détruits par leur science maudite, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas morte. Et pour la première fois, le chaos n'était pas mon ennemi. Le chaos était ma seule chance. Je devais me lever. Je devais courir, même si je ne savais pas vers où. Je devais fuir dans ce noir que je connaissais désormais mieux que personne. C'est à ce moment précis, alors que le monde s'effondrait autour de moi dans un vacarme de fer et de feu, que j'ai senti une main saisir ma cheville. Une main ferme. J'ai cru que c'était la fin. J'ai cru que c'était la mort qui venait me réclamer. Mais une voix a chuchoté à mon oreille, une voix française, rauque et pressante. « Ne bouge pas, petite. Si tu bouges, il te voit. Attends la fumée. » Je ne savais pas qui c'était. Je ne voyais qu'une ombre floue. Mais dans cet enfer, cette voix était la première chose humaine que j'entendais depuis des années. Et elle m'offrait l'impossible. Un choix. C'est compris. Voici le 5e et dernier chapitre, le dénouement de cette tragédie. C'est le moment de la résolution, non pas comme une victoire éclatante, mais comme une survie douloureuse. Le texte est dense, émotionnel, et ferme la boucle narrative avec une puissance réflexive. Chapitre 5. L'héritage de l'ombre. La main qui tenait ma cheville ne m'a pas lâché. C'était celle d'un homme, un prisonnier politique français affecté à l'entretien des voies ferrées, qui avait profité de la confusion pour se jeter à terre près de moi. Autour de nous, le monde n'était plus que fracas. Les bombes alliées tombaient sur les usines, sur les dépôts de munitions et sur l'atelier 4B. La terre se soulevait par vagues, comme une mer en furie faite de terre et de métal. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas le bruit, c'était la fumée. Une fumée noire, épaisse, grasse, issue des réservoirs de carburant en feu, a envahi la cour en quelques secondes. Elle a avalé le soleil. Elle a transformé le jour en une nuit artificielle, impénétrable pour un œil humain normal. Les gardes hurlaient, perdus, tirant à l'aveuglette dans ce brouillard toxique. L'homme à côté de moi toussait, paniqué. « On est piégés », a-t-il râlé. « Je ne vois pas à 1 mètre. On va se faire tuer ici. » Et c'est là que l'ironie la plus cruelle de mon existence s'est révélée. Le protocole médical, cette torture destinée à faire de moi une créature de la nuit, a soudainement pris tout son sens. Mes yeux brûlés, dilatés au-delà du raisonnable, incapables de supporter la lumière du jour, ont trouvé leur élément. Dans cette obscurité de suie et de cendres, je voyais. Je ne voyais pas comme vous et moi voyons aujourd'hui. Je voyais dans un spectre de gris et de contrastes violents. Les flammes au loin dessinaient des ombres nettes. Je distinguais les silhouettes des gardes qui trébuchaient. Et surtout, je voyais ce que l'homme ne pouvait pas voir. Une brèche. Le souffle d'une explosion avait tordu le grillage électrifié à 50 mètres de nous. Le chemin était ouvert, mais il fallait traverser un champ de débris invisibles pour les autres. J'ai serré la main de l'homme. C'est moi qui l'ai tiré. Moi, l'aveugle, la brisée, le rebut. « Lève-toi !» lui ai-je hurlé par-dessus le sifflement d'une bombe. « Je vois la sortie, suis-moi !» Nous avons couru. Je le guidais à travers l'apocalypse, évitant les cratères fumants et les corps allongés. Mes yeux me faisaient souffrir le martyre. Chaque particule de fumée était comme du verre pilé sous mes paupières, mais je ne les fermais pas. Je fixais cette brèche dans le grillage comme si c'était la porte du paradis. Nous sommes passés. Nous avons couru dans la forêt, laissant derrière nous l'usine en flammes, l'atelier de l'horreur et les cendres de celle qui n'avait pas eu ma chance. Nous avons couru jusqu'à ce que nos poumons brûlent autant que mes yeux. Puis, nous nous sommes effondrés dans la neige, libres mais détruits. Je ne me souviens pas des jours qui ont suivi. On m'a dit plus tard que j'avais été trouvée par une patrouille américaine, délirante, les yeux bandés par des chiffons sales. Je me suis réveillée 3 semaines plus tard dans un hôpital militaire à Lyon.
Tout était blanc. Trop blanc. J'ai hurlé qu'on éteigne la lumière. Une infirmière a accouru pour fermer les rideaux. « C'est fini, ma chérie », disait-elle. « La guerre est finie. » Elle avait tort. La guerre des armes était finie, oui, mais la mienne ne faisait que commencer. Le diagnostic des ophtalmologues a été sans appel. Mes rétines étaient irréversiblement brûlées par les agents chimiques. Je ne serais pas aveugle, non. Mais je serais condamnée à vivre dans la pénombre. La lumière directe du soleil m'est devenue insupportable, une douleur physique aiguë qui ne m'a jamais quittée. Je suis rentrée chez moi, à Rouen. Ma mère ne m'a pas reconnue. J'étais partie jeune fille naïve. Je revenais spectre aux lunettes noires. J'ai essayé de reprendre une vie. J'ai rencontré un homme bon, un homme patient qui a accepté que je vive volet clos. J'ai eu des enfants. J'ai cousu des vêtements pour eux à la lumière d'une lampe faible. J'ai appris à sourire sur les photos de famille, même si derrière mes verres fumés, mes yeux pleuraient sans cesse, une réaction réflexe qui ne s'arrête jamais vraiment. Mais je n'ai jamais parlé. Jamais. Pourquoi? Parce que comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à mon mari, qui me trouvait belle, que j'avais été utile aux nazis? Comment avouer que j'avais poli les lentilles qui ont tué nos propres soldats? Comment raconter que j'avais survécu parce que j'avais accepté de devenir un monstre? La honte est un ciment plus fort que le silence. Je me sentais coupable d'être vivante. Coupable d'avoir réussi les tests. Coupable d'avoir vu dans le noir quand les autres mouraient dans la lumière. J'ai enfoui l'atelier 4B au plus profond de moi. J'ai laissé le monde célébrer les héros, les résistants, les débarquements. Moi, je n'étais rien de tout cela. J'étais une victime complice, une pièce détachée qui avait survécu à la machine. Alors pourquoi parler aujourd'hui? Pourquoi, à 80 ans, briser ce sceau de 60 ans? Regardez autour de vous. Regardez le monde d'aujourd'hui. J'écoute les nouvelles, je sens l'air du temps. Et je reconnais cette odeur. Pas l'odeur du gaz ou de la poudre, mais l'odeur de la rationalité froide. J'entends à nouveau des gens parler d'êtres humains en termes de statistiques, de coûts, d'utilité. J'entends parler de tri. J'entends parler d'efficacité au détriment de l'humanité. Le système qui m'a brisé n'a pas commencé par des chambres à gaz. Il a commencé par des tableaux Excel. Il a commencé par des médecins et des ingénieurs qui ont décidé que certaines vies valèrent la peine d'être vécues et d'autres non, basées sur des critères techniques. Ils ont transformé le mal en une procédure administrative. Ils ont rendu l'horreur propre, clinique, justifiable. Je parle parce que je suis la preuve vivante de ce qui arrive quand on traite l'être humain comme un outil. Je parle parce que mes yeux, ces yeux détruits, qui ne supportent plus le soleil, ont vu ce que l'homme est capable de faire quand il oublie que l'autre est son frère pour ne voir en lui qu'une ressource. Je vais bientôt mourir. Mes hortensias fleuriront sans moi l'année prochaine. Mais avant de partir, je voulais vous laisser ce témoignage. Ne vous laissez jamais, jamais réduire à un numéro. Ne laissez jamais personne vous dire que votre valeur dépend de votre utilité. Et surtout, méfiez-vous de ceux qui vous proposent un monde parfait, ordonné et efficace, s'ils ne sont pas capables de vous regarder dans les yeux avec compassion. Je m'appelle Agnès Bellavoine. J'étais le sujet 18. Et aujourd'hui, enfin, je reprends mon nom. Je ne vis plus dans le noir. En vous racontant cette histoire, j'ai l'impression, pour la première fois depuis 1943, de voir enfin la vraie lumière, celle de la vérité. Le récit d'Agnès Bellavoine ne s'éteint pas lorsque l'écran s'assombrit. Il reste suspendu dans le lourd silence qui remplit désormais votre pièce. Ce que nous venons d'entendre n'est pas seulement un écho du passé, c'est un miroir impitoyable tendu vers notre présent. Agnès a sacrifié sa propre vue pour survivre à un monde qui plaçait l'utilité au-dessus de la vie, nous laissant face à la question la plus obsédante de toutes. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller lorsque la cruauté se drape dans les habits de l'efficacité technique? Aujourd'hui, vous n'avez pas été un simple spectateur passif d'un drame historique. En écoutant le souffle tremblant d'Agnès et en témoignant de l'obscurité qu'elle a habitée pendant des décennies, vous êtes devenu le gardien de cette mémoire. L'oubli est la seconde mort des victimes, et l'algorithme de la vie moderne
est conçu pour effacer ce qui est douloureux. Mais votre présence ici, jusqu'à la toute dernière seconde, est un acte de résistance. Vous avez choisi de regarder, tout comme elle a été forcée de le faire, la vérité nue et crue de la condition humaine. Je vous invite à rompre le silence qu'Agnès a gardé pendant 63 ans. Descendez dans l'espace commentaire et inscrivez ce que cette histoire a réveillé en vous. N'écrivez pas une phrase vide, partagez votre réflexion. Dans un monde qui tente de nous transformer en chiffres et en données, votre voix humaine, votre empathie et votre pensée sont les outils les plus puissants dont nous disposons. Dites-nous, quel aspect de cette utilité glaciale vous a le plus bouleversé? Depuis quel coin du monde regardez-vous ce documentaire aujourd'hui? Cette chaîne n'existe pas simplement pour raconter des histoires. Elle existe pour exhumer les âmes que l'histoire a tenté d'ensevelir. Notre travail d'investigation, d'écriture et de production est animé par une seule mission: empêcher que le passé ne devienne qu'une simple note de bas de page. Si vous croyez en l'importance de garder ces voix vivantes, si le courage d'Agnès a touché quelque chose de profond en vous, je vous demande de vous abonner et d'activer les notifications. Ne le faites pas pour l'algorithme, faites-le pour la mémoire. Agnès Bellavoine a vécu dans les ténèbres pour que nous puissions voir la lumière de la vérité. Désormais, la responsabilité de maintenir cette flamme allumée est entre vos mains. Partagez ce documentaire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que l'histoire est faite de personnes et non de statistiques. Merci d'avoir regardé, d'avoir ressenti et, surtout, d'avoir choisi de vous souvenir. On se retrouve pour la prochaine histoire que le monde a tenté d'oublier.